Europe 1. Nous accueillons Olivier maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier, ça fait bizarre. Nous avons le même Olivier, prénom. bonsoir Olivier. Bon, nous partageons ça, mon cher. Hein ? J'espère. Oui. Vous aimez bien votre prénom ? Oui, c'est un prénom d'arbre, donc c'est près de la nature. Oui. Ouais. Ma mère l'avait choisi pour cette raison-là. La mienne aussi. Et en fait, au début, je ne l'aimais pas beaucoup, ce prénom, quand j'étais petit. Et puis maintenant, je l'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous dire ça. J'ai toujours aimé. Olivier, on se parle aujourd'hui car votre histoire m'a touché. Nous nous sommes rencontrés et vous êtes venu ici à la sortie d'Europe 1 me parler de musique la première fois que je vous ai vu, parce que vous êtes une personne pudique, une personne intelligente et bien élevée. On a dû se rencontrer 3 fois avant que vous évoquiez le problème dont nous allons parler ce soir et qui m'a bien évidemment, qui nous a touchés, puisque c'est avec Laurent Pelé, notre réalisateur, qu'on se rencontrait souvent à la fin de l'émission, et avec Florian aussi, et Julia aussi d'ailleurs. Vous étiez à la sortie d'Europe 1 et vous étiez venu à pied. C'est ça qui m'avait frappé la première fois, alors que vous n'habitez pas tout près, Olivier. Et puis petit à petit, vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a touché et qui m'a révolté, en fait. Et c'est ce pourquoi, ce soir, vous avez enfin pris la décision de nous parler sur Europe 1, car vous affrontez, je vais dire, une menace. Et je ne sais pas si vous partagez le même sentiment que moi, mais une menace d'être mis sous curatelle par des membres de votre famille. Oui, pour une question de succession. Au lieu de faire une affaire en justice, porter plainte s'ils ne sont pas contents, ils ont décidé de prendre ce côté-là. Parce qu'ils sont en tort et donc ils sont gravement en tort et ils ont trouvé ça comme seul moyen pour se défendre. Alors, pour se défendre et sans doute pour vous museler, en fait, surtout. Oui, c'est ça. C'est ça. Mmh. Alors, ça remonte à quand pour vous, les premiers, comment on va dire, les premiers incidents comme ça, où ça marche pas très bien entre vous et qui, finalement ? Parce que votre père, votre mère, vous avez une sœur, je crois. Ça commence comment, cette histoire, en fait ? Avec mon père, ça commence depuis que je suis bébé. Et il avait déjà essayé de me tuer à ce moment-là. Et il a essayé de me tuer une bonne quinzaine de fois. Et c'est pas exagéré, je peux vous donner quelques cas. Et, je vous écoute. Alors, par exemple, quand j'étais bébé, il était jaloux que ma mère s'occupe de moi et plus de lui, parce que ma mère était pédiatre, médecin pédiatre. Et comme c'était son premier bébé, elle cherchait à faire le mieux possible. Et apparemment, elle ne s'occupait peut-être pas de lui. Et donc, il était très jaloux. Il y a des hommes qui réagissent comme ça, qui, à la naissance de leur enfant, se trouvent d'un seul coup délaissés par leur épouse et réagissent très mal. C'était le cas de votre père, donc ? Oui, là, il m'avait laissé sur une table. Et un bébé qui est sur une table, quand il n'y a personne dans la pièce, il avance. Oui. Il avance et puis il tombe sur la tête. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et j'étais 2 jours, 48 heures en observation à l'hôpital. Mmh. Enfin, ça, c'était la première fois. Mais après, il a fait des coups bien plus tordus. Il m'a emmené dans des endroits où il me laisse toute la journée, dans des endroits où il y a des courants très dangereux, à la plage, en me disant va nager du côté de la bouée, là-bas où c'est rouge. Et j'ai dit pourquoi ? Il me dit tu verras, c'est très intéressant. Et comme je suis resté toute la journée, j'ai demandé à des personnes âgées qui habitaient là, qu'est-ce qu'il y avait à cette fameuse bouée ? Pourquoi il fallait aller là-bas, comme mon père m'avait dit. Il m'avait dit surtout n'allez pas là-bas, il y a plein de gens qui sont morts, il y a un tourbillon. Et un tourbillon, c'est très dangereux. Et mon père m'a cité à aller là-bas. Enfin, c'est-à-dire il cherchait à provoquer des accidents. Oui. Ça a toujours été son système, provoquer des accidents. Mais vous avez ressenti ça très jeune, ou c'est votre mère d'abord qui elle s'en est aperçue, votre mère, qu'il avait attenté à votre vie ? Non, ma mère l'avait toujours défendu. Ma mère ne croyait pas du tout à ça. Votre mère ne croyait pas à ça ? Non, elle était dans son univers.
Elle disait il a plein de défauts, mais ça ne va pas jusque-là. Mais D'accord. elle s'est pas rendue compte. Mmh. Vous étiez très proche de votre mère? Oui, très, très proche, oui, oui. Oui, Hem, surtout que depuis l'âge de 6 ans, parce que lui, il frappait ma mère quand j'avais 6 ans. Il y a eu un épisode pendant 6 mois, c'était terrible, terrible, terrible. Et je me souviens de la période parce que c'était l'époque où il y avait une compétition russe-américain pour la première sortie dans l'espace reliée par un câble. oui, C'était en 1965. d'accord, Donc j'avais 6 ans et ma grand-mère me racontait toute cette épopée-là. Et donc je sais que c'est à cette époque-là. d'accord, C'est comme ça que je peux dater que j'avais 6 ans. d'accord. Vous avez 67 ans donc aujourd'hui? 65. 65. Hem, quelle relation vous aviez avec cet homme? Elles étaient assez, éloignées? Comment se comportait-il avec lui? Avec vous, pardon? Bah, mon père, il a une double face. Il est très apprécié, il est très intelligent, mais il cherche à montrer les bons côtés, mais d'un autre côté, il est capable des pires choses, Mmh. mais de façon dissimulée, évidemment. Que faisait-il dans la vie? Il était ingénieur et après on l'a plus ou moins mis dehors. Et enfin, on l'a mis dehors parce qu'il avait pas de diplôme. C'était un ingénieur maison, comme ça s'appelle à l'époque. Il Oui. avait été formé par l'entreprise. Et quand sont arrivés des gens très très diplômés, l'entreprise n'avait plus besoin de lui. Bon, mais votre Et père gagnait très bien sa vie, me semble-t-il? oui, il voyageait même à l'étranger pour vendre des usines à l'étranger. Mmh. Et enfin des tableaux de contrôle dans des raffineries, des choses comme ça. Et il est très très doué pour la négociation. D'accord. Enfin avec des dessous de table comme ça se faisait à l'époque. Votre père est devenu, ce qu'on appelle un homme riche, en fait? Oui, parce qu'après, il a beaucoup volé et d'ailleurs il devrait être en prison. Ah, il a beaucoup Et volé? Ah bon? oui, sa spécialité, c'est de s'accaparer les biens d'autrui et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fascine ma sœur. Alors, Alors on va maintenant en parler, on va en oui, parler, n'allons pas trop vite. Donc, vous quittez quand la maison, en fait, Olivier? quand j'avais 15 ans. 15 ans. Pourquoi vous quittez la maison? La maison, parce qu'en fin de compte, alors ma grand-mère avait des méthodes, ma grand-mère était russe, enfin Oui, ukrainienne et il y avait une famine en Ukraine et donc elle s'est réfugiée en Roumanie et enfin disons qu'elle avait des méthodes d'éducation, comme, à cette époque-là, dans ces pays-là et terroriser les enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. très rude. Mais oui, pour les menacer de mort pour qu'ils se tiennent tranquilles Mmh. et donc enfin quand j'avais 15 ans, je supportais plus, je suis allé chez des amis de ma mère. Les Mmh. meilleurs amis. Et en fin de compte, c'était très bien chez ces amis-là parce que eux, ils faisaient un jardin bio que je faisais. J'aidais à faire le jardin bio avec eux. Oui, Et j'étais au CNED par correspondance. d'accord. Vous n'êtes jamais Après, retourné chez vos parents? après, je suis retourné chez mon père qui avait montré une autre face de lui. Allô? Oui, oui, je suis là. Ouais. Euh, et j'étais allé chez lui, j'avais fait une grave erreur. Enfin, d'un autre côté, je savais pas où aller. J'étais tout jeune, je voulais faire des études. Lui, il se proposait de m'aider, mais c'était parce que lui, il était avec une autre compagne Mmh. qui était elle très proche de ses enfants et vis-à-vis d'elle, il se sentait obligé de faire quelque chose pour son fils. D'accord, pour donner le bon exemple. Voilà, c'est ça, ouais. Mmh. Et donc voilà, il a fait semblant de bien m'accueillir tout en cherchant à me faire mourir, en fin de compte. Parce qu'une fois, il m'avait dit, il y avait une falaise, il m'incitait à aller à l'endroit où c'était très dangereux. Enfin, il a fait tellement de choses, c'est très long à expliquer. D'accord. Donc Mais on va pas rentrer dans le détail de ça. ah oui, On a c'est ça. compris que, il ne vous voulait pas du bien. Vous avez parlé de votre sœur Ah, tout à l'heure. juste un petit détail, je vous explique pourquoi il m'en voulait. Parce que comme il frappait ma mère, quand j'avais 6 ans, je vous ai raconté tout à l'heure, Oui. moi, ma mère hurlait au secours et je ne savais pas quoi faire, et donc j'en avais parlé aux voisins. Et donc j'avais dit en quelque sorte, que s'il continuait, j'allais en parler à son patron. Parce que son patron était venu des fois à la maison manger. Et je m'étais dit que si je le menaçais d'en parler à son patron ou de parler Oui. à ses amis de ce qu'il faisait, il allait s'arrêter.
Et alors lui, il était terrorisé du fait que je puisse en parler, Mmh. et c'est comme ça qu'il a cherché à m'éliminer. D'accord. Votre maman, en fait, est restée, donc elle a fini par se séparer de lui, à cause de Oui, ces violences? quand j'avais 10-11 ans, oui. D'accord. Donc vous restiez proche de votre maman? Oui, oui, ah bah, j'habitais avec ma mère à ce moment-là. D'accord, très bien. La vie ensuite, comment elle se déroule pour vous? Parce que, on en arrivera tout à l'heure à cette histoire de curatelle, mais, vous quand vous avez 18-20 ans, vous vous envolez un petit peu? Vous allez habiter ailleurs? Bah non, quand j'ai cet âge-là, je suis avec mon père et je suis étudiant à Jussieu. D'accord, et vous faites quoi? Bah, maths et physique, mais c'est-à-dire, c'était une remise à niveau. C'était une remise à niveau pour des gens qui avaient, auparavant, j'avais travaillé sur les marchés, Mmh. et il y avait à cette époque-là une possibilité, pour les gens qui veulent reprendre des études, de se mettre à niveau pour, faire des études en fac. Alors je crois que vous avez en plus au niveau des mathématiques un don, hein. Vous êtes capable de, calculer des trucs incroyables. Bah, ça, c'est devenu une passion, à partir de 2009, et alors là, je pouvais en faire, des fois 30 heures sans m'arrêter, après je récupérais pendant 2 jours, et parce que j'étais très étonné d'arriver à avancer, et tant que j'avançais, je n'osais pas me coucher parce que je me disais: «Je vais peut-être pas être dans le même niveau de conscience où je comprends ce qui se passe», et donc je faisais pendant des heures et des heures, Mmh. et puis quand c'est une passion, c'est même pas du travail, c'est du plaisir quand Ouais, on est ouais. passionné par ça, ouais. Mmh. Vous vous installez où à un moment? Tout seul? Vous vous mettez tout seul à Paris? Vous allez atterrir dans un appartement à Paris? Non, quand j'ai eu 20 ans, Oui. donc j'habitais avec mon père, et un jour je suis rentré, toutes les affaires, mon bureau, mon lit, mon armoire, tout, en fait, tout avait disparu de la chambre où j'habitais, et mon père, quand je suis arrivé, m'a dit que j'avais jamais habité là. Il cherchait à me rendre dingue. Il me disait que j'avais jamais habité là, que qui j'étais, qu'il me connaissait pas, enfin, et donc j'arrive chez moi, en quelque sorte, dans ma chambre, il y a plus rien, et mon père me dit qu'il me connaît pas et que j'ai jamais habité C'est là, fou ça. et je voyais il avait un plaisir, il riait, il était tout content, et au bout de 3/4 d'heure, j'essayais de le persuader, et il était toujours dans son jeu sadique à rigoler, et donc j'ai dit: «Bon, bah, moi je vais au commissariat, on va bien voir, les voisins, ils ont bien vu que j'habitais là, et on va bien voir, ce qui se passe». Alors là, il a vu que ça marchait plus, et donc il m'a donné les clés d'une chambre qui lui appartenait, D'une chambre qui lui appartenait en région parisienne? à Chatou. À Chatou. C'est là où j'habite, toujours depuis, ouais. D'accord. C'est Alors une là, chambre qui lui appartient. d'accord, vous avez 20 ans quand, vous rentrez dans cette chambre, Oui, et depuis, vous en avez 67, vous êtes toujours dans cette chambre. voilà, voilà. Quel rapport vous avez entretenu avec votre père durant toutes ces années? Bah, c'est-à-dire, moi je cherchais à ce qu'il ne bon, mes parents ont divorcé quand j'avais, 10 ans, Mmh. mais la maison, n'avait pas été, ma mère avait gardé la maison. D'accord. Parce que lui n'avait jamais payé de pension alimentaire, et ma mère, enfin, c'est un arrangement entre eux. Au lieu qu'il paye la pension alimentaire, ma mère gardait la maison pour, les 2 enfants, et donc moi, pour éviter qu'ils vendent la maison, j'avais gardé des contacts. Ils venaient, tous les 15 jours pour qu'on mange ensemble dans une cafétéria ou dans un restaurant, et moi je me forçais pour, justement, pour arrondir les angles et pour qu'ils ne vendent pas la maison, pour qu'ils se comportent bien avec ma mère, et donc je le voyais tous les 15 jours, mais je me forçais en quelque sorte, et même à ce moment-là, il a essayé de mettre des trucs dans mon assiette, enfin bon, Bon. c'est Il a encore essayé de vous. je l'ai vu de mes yeux, mettre, quelque chose dans mon assiette. J'ai dit: «Moi je mange pas ça, hein», donc voilà. Mmh. Mmh. Votre mère est restée dans cette maison, et je crois que, c'est à votre mère qui s'est attaquée en premier. Oui, oui, parce que donc il avait promis à ma sœur, une part sur la maison. Mmh. C'est une maison qui vaut bien 2 millions d'euros, et c'est-à-dire, faut dire que ma sœur, depuis 20 ans, ne parlait plus avec ma mère. Ma Elle mère, elle ne ma parlait plus à votre mère. Non, elles se parlaient plus toutes les 2. Pourquoi? Parce que ma sœur, détestait ma mère, parce que mon père, depuis, qu'elle est toute petite, lui a donné sa version des faits, Oui. et l'a intoxiquée avec des histoires à force de répéter, des fausses choses pendant des années et des années, Aliénation parentale donc, depuis qu'elle est toute petite, ouais. voilà, et puis comme lui, il est très riche et que il y a avantage à être de son côté, Mmh. donc elle voyait, enfin, quoi qu'il en soit,
Il y a plusieurs raisons, mais enfin, quoi qu'il en soit, depuis 20 ans, elle ne se parlait plus du tout. Votre mère, vers les 15 dernières années de sa vie, a vécu l'enfer avec votre père et votre sœur, puisque ils ont essayé à plusieurs reprises de lui faire du mal, en tout cas de l'interner, euh, Oui, oui. de la mettre sous curatelle. Ils y sont arrivés à ça? Bah, ils sont arrivés une première fois en 2007 et heureusement, j'avais appelé, ma mère, 2 jours après que ça soit arrivé et ça répondait pas et donc normalement, ça aurait dû répondre et donc j'étais très inquiet, j'ai appelé les pompiers. J'ai demandé qu'ils aillent, voir, à la maison, s'il y avait la voiture dans la cour, si enfin, ce qui se passait et il y avait la voiture dans la cour et par contre, ça répondait pas. Et ma mère pouvait pas partir, sans la voiture parce que la ville est loin. Elle prenait toujours sa voiture. Donc j'ai dit aux pompiers: «Mais casser une vitre, rentrer dans la maison Oui, il pour, y a quelque chose qui ne va pas. Elle doit être là. oui, voilà, c'est ça, ouais». Je pensais qu'elle avait un malaise et en fin de compte, heureusement, ils ont des méthodes, autres. Ils ont téléphoné d'abord dans les hôpitaux pour voir si elle avait été internée et ils m'ont dit: «Elle est à tel hôpital, depuis 2 jours», voilà. Donc, Donc ils ont pas eu ils ont fait interner mais votre mère. oui, mais alors, vous voyez, ma sœur, elle avait utilisé comme moyen, pour les services sociaux, elle disait, par exemple, que sa maison ne fermait pas et que, voilà, que ma mère, n'arrivait pas à s'occuper d'elle-même et que la preuve, c'était que la porte de la cave était toujours ouverte et la preuve que c'est faux, c'est que les pompiers n'arrivaient pas à rentrer dans la maison. Il n'y avait aucun moyen pour rentrer, même par la porte de la cave. Donc ils ont menti, à une multitude de mensonges, beaucoup de mensonges. Tout ça, c'était pour récupérer la maison. Pour que ma mère soit, chassée de sa maison, pour qu'ils puissent la vendre. Est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Bah, à ce moment-là, non, parce que moi j'ai réussi à contrer ça. J'ai réussi à démontrer aux médecins que ma mère, N'était pas folle. oui, parce qu'eux commençaient à le croire et ils disaient que ma mère, ils allaient la mettre en EHPAD et qu'elle ne pouvait pas vivre toute seule. En fin Votre de mère compte a toujours eu toute sa tête, hein, Olivier. oui, 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 oui. Alors, bon, en fin de compte, j'ai réussi à la faire sortir et elle a vécu très bien toute seule pendant 5 ans, en allant au concert, en faisant ses courses, elle-même, en cuisinant, en faisant toute sa vie comme avant. Très bien, alors qu'au départ, les médecins disaient que c'était pas possible. Vous voyez à quel point ils ont une capacité de nuisance, de persuasion, parce que eux, ils présentent très très bien, et puis les médecins vont jamais imaginer que les gens, la fille présentant très bien, Vous va pouvez faire raconter les ça? pires. Ben Voilà, oui, voilà, ben oui. exactement. Comment ça s'est fini pour votre mère, en fait? Parce que je crois qu'elle a été très malheureuse sur la fin de sa vie. Elle était seule. À part vous, elle n'avait personne. Bah, ils l'ont coupé de beaucoup de ses amis. Alors comme par hasard, ça les fils de son télé parce que la maison est au bout d'une allée et c'est très isolé et les fils de téléphone avaient été arrachés sur le poteau comme par hasard. Alors c'est une coïncidence, mais enfin, il y a tellement de choses qui et alors la boîte aux lettres avait été cassée, donc ma mère ne pouvait recevoir ni courrier, ni coup de téléphone. Et donc, bon, ça, j'ai pas la preuve que c'est eux, mais il y a une telle succession de faits, Oui, oui. c'est-à-dire, j'ai écrit un livre. C'est-à-dire, il y a tellement de faits que ces 2 choses-là, ça donne vraiment l'impression que c'est lié, même si j'ai pas la preuve. Mmh. Ils ont votre maman est morte, hein? Oui, oui, de toutes sortes de coups tordus qu'ils l'ont fait. En fin de compte, ils ont donc la première fois, j'ai réussi à la faire, sortir. Après, elle a très bien vécu toute seule. Enfin, c'est-à-dire, ma mère. Et ils ont utilisé ça comme point de pression. Ma mère, quand elle était petite, elle était très pauvre. Et là, elle était devenue médecin, elle gagnait très bien sa vie. Elle voyageait dans le monde entier pour un laboratoire, numéro 2 à l'époque, c'était Glaxo Evans. C'était le deuxième laboratoire au niveau mondial à l'époque. Et donc, elle allait dans le monde entier pour ce laboratoire-là. Et donc, elle gagnait bien sa vie. Et elle s'achetait des antiquités. Elle avait rempli la maison d'antiquités. Des tableaux anciens, des horloges anciennes, des horloges Louis XV, des fauteuils Louis XV, plein de beaux objets qui valaient quasiment le prix de la maison. Et elle en avait tellement acheté que c'était bien rangé dans des cartons. Oui. Mais vous savez, il y a des gens qui amassent, mais c'est dans la saleté. Vous voyez. Ma mère, c'était très organisé, c'était dans des cartons. Alors, il pouvait y en avoir dans certaines pièces jusqu'au plafond, mais malgré tout, elle avait sa chambre qui était bien, la cuisine qui était bien, la salle de bain qui était bien. Donc, elle pouvait bien vivre avec sa chambre, la cuisine, la salle de bain. Et le reste de la maison, c'était
plein d'objets, un amoncellement d'objets. Et ils ont utilisé ce moyen de pression-là. Et comme ma sœur avait les clés, ils sont venus, comme ma mère n'était pas là et moi non plus, et ils ont tout mis sans dessus-dessous, comme si ma mère vivait dans un capharnaüm invraisemblable. Et ma sœur m'a envoyé des photos pour témoigner de cela, que ma mère était devenue folle. Mais elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle m'a envoyé des photos qui sont en contradiction les unes avec les autres. Par exemple, il y a des photos, on voit une table qui est à l'endroit, tout à fait normal, et sur quelques photos après, on voit la table à l'envers avec plein de détritus par-dessus. Donc on voit qu'il y a une mise en scène, ça se voit sur les photos. Mais elle est tellement bête qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle m'envoyait la preuve de la manipulation. Vous voyez. Donc, votre maman est morte il y a combien de temps? En 2005, vous m'avez dit? Non, en 2015. 2015. 2015. 17 décembre 2015. Alors, on va parler de vous maintenant, Olivier, parce que, bien évidemment, ils se sont attaqués à votre maman, mais ils ont fini par s'attaquer à vous. Oui. C'est votre père, en premier, qui s'est attaqué à vous. Oui, bah, lui, c'est depuis que je suis petit. Et puis quand j'étais adolescent, parce que je l'avais menacé de tout révéler à son patron et à ses amis. Donc forcément, il m'en voulait à ça. Mais moi, je cherchais à défendre ma mère, c'est tout. Mhm. Mais une fois que votre mère est décédée, comment ça s'est passé pour vous? Bah, ils ont dit que la maison... alors là aussi, c'est une histoire invraisemblable, que la maison s'est vendue 200 000 euros. Alors, c'est une maison qui vaut bien 2 millions d'euros. Dans le quartier où elle est, c'est un quartier résidentiel très chic. C'est une très belle maison, très grande, très belle, avec rien que le terrain vaut ce prix-là. Oui. C'est un grand D'accord, terrain. J'ai amené des photos. d'accord. Enfin, je peux vous faire voir un jour aussi. On se rencontre un jour ultérieurement, Oui. peut-être à la sortie de repas. Je pourrais vous amener et vous montrer des photos. Mais et vous n'avez rien touché sur la succession de cette maison? Ben, je refuse de signer depuis 8 ans. Alors Je refuse de pourquoi? signer. Pourquoi? Pas parce que d'abord, ils ont volé tous les objets. Il n'y a jamais eu d'inventaire. Ils ont volé tous les objets qu'il y avait à l'intérieur de la maison. D'ailleurs, Mhm. mon père, depuis qu'il ne travaille plus, depuis l'âge de 50 ans, qu'on l'a jeté dehors de cette entreprise-là, il fait du commerce comme un antiquaire. Et des violons anciens, dont il achète des violons, il change les étiquettes, enfin bon, il fait passer des violons pour des autres. Enfin, il a ses connaisseurs, donc il est capable de le faire, parce qu'il joue du violon depuis petit. Et donc, enfin, disons qu'il est très rusé et très magouilleur, et il arrive à arnaquer plein de gens. Et alors, donc, tous les objets qu'il y avait dans la maison, forcément, lui, ça l'intéressait, et donc, il n'y a jamais eu d'inventaire de fait, et tous les objets ont disparu. De l'argenterie, des bronzes, des tableaux anciens. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez touché aucune succession sur la vente de la maison et sur la vente de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Moi, j'ai refusé de signer, puisque d'abord, la maison, ils disent qu'elle s'est vendue de 100 000 alors qu'elle vaut 2 millions. Mais oui, c'est impossible. Et puis les objets ont disparu. Et puis surtout, ils sont vraiment responsables directement de la mort de ma mère. Vous savez, pendant 5 ans, j'étais très, 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 très choqué. Au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ma mère, elle ne reviendra plus. Donc, voilà. Mais enfin, malgré tout, je refuse de signer. Et donc, ça les exaspère. Ça les exaspère. Alors, eux, ils se proposent, pour me faire signer, que je devienne propriétaire de la chambre dans laquelle j'habite depuis 40 ans, D'accord. et de me verser 50 000 euros. Voilà. Et ils espéraient, comme je suis dans une situation assez précaire, que ça allait bien m'arranger Oui. et que j'allais être rassuré sur le fait d'avoir un toit. Et donc là, je suis en train de risquer de rien avoir du tout, peut-être, pour essayer déjà que la justice soit faite correctement. Le problème, comme vous l'avez dit... Je demande que ça, que la justice soit faite correctement. Complètement, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait absolument que vous racontiez votre histoire sur l'antenne d'Europe 1, parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de nous le dire, cette proposition, elle vous a été faite il y a un temps déjà. Vous l'avez refusée, bien évidemment, parce que pour vous, c'était synonyme de vous faire spolier, de vous faire arnaquer, tout simplement, purement et simplement. L'intention de votre père et de votre sœur était de vous éjecter de la succession. Et c'est pour ça que vous n'avez pas signé. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là essaient de vous faire passer pour fou parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes dans la précarité. Vous êtes dans cette chambre. Vous avez le RSA, me semble-t-il. Oui.
Voilà. et c'est tout. Vous ne vivez que de ça. Bah, actuellement, oui, oui. Donc, pour avoir un avocat, tout ça, c'est compliqué. Vous avez le droit, bien évidemment, à l'assistante juridique, mais c'est compliqué de faire avancer les choses pour rendre justice, comme vous dites. Vous, vous, Oui, oui, j'avais une avocate qui s'était engagée à me défendre, à venir avec moi chez la juge, et le premier rendez-vous s'est très bien passé. Le deuxième rendez-vous, elle me fixe elle-même un rendez-vous, et à la date du rendez-vous, elle téléphone chez mon gardien pour annuler. Et comme par hasard, c'était le premier jour des soldes. Alors je ne bon, sais pas s'il y a un lien, mais bon, enfin en bon, tout cas. ça c'est vous qui Mais faites le lien, mais bon, c'est peut-être non, pas à mais cause des j'ai soldes. vu, bah, c'est-à-dire j'ai vu elle me cherchait à, elle se demandait si je racontais la vérité. J'ai vu qu'elle cherchait à me piéger, qu'elle savait pas si je disais la vérité. Parce que une fois, elle m'avait demandé quand ma mère était décédée, et j'avais dit le 15 décembre, parce que c'est en 2015. Et puis comme, enfin, j'avais plein de choses à penser, et j'avais dit le 15, comme c'est 2015. Et en fin de compte, c'est le 17. Elle me dit c'est le 17, d'un air de dire qu'elle avait détecté une erreur en quelque sorte. D'accord. Et après, plus tard, elle me donne un rendez-vous, et alors je lui dis que oui, que je sais très bien que c'est le 17 en fait, parce que maintenant, à chaque fois que je vois le 17 dans les calculs mathématiques, ça me stresse un peu, quoi, parce Oui, que c'est le oui. jour du décès de ma mère. Mhm. Et donc, et après, elle me fixe un rendez-vous à 17 heures, et elle me regarde plusieurs fois dans les yeux, et elle me demande est-ce que ça vous convient à 17 heures. Et elle me pose 3 fois la question est-ce que ça me convient à 17 heures, en me regardant dans les yeux. Elle cherchait à détecter, vous voyez, euh, si j'étais vrai dans ce que je dis. D'accord. Enfin donc, la relation de confiance, c'est un peu, et alors surtout, je me suis dit, faut quand même que peut-être que je prenne un avocat qui connaissait ma mère et qui pourrait me défendre. Et alors j'ai pensé justement à ma mère connaissait un avocat, et j'ai pensé le contacter pour, qu'il me conseille. Lui, je sais que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a un travail très important, Oui. et il n'aura pas le temps de s'occuper de ça, je suis sûr. Mais ça Mais dépend. il pourra C'est me quel avocat, conseiller. en fait c'est qui cet avocat? Il est devenu directeur de la SACEM, il s'appelle David El-Sayeg. D'accord. Il était très ami avec votre maman? Bah, c'est-à-dire ma mère et sa mère à lui étaient très amies toutes les deux, Oui, et elles étaient toujours en train d'aller voir des expositions, de se rencontrer, et oui. elles étaient très amies, et donc par ce fait, ma mère avait connu Cet avocat? Oui, le fils de cette dame-là oui, qui est avocat, oui. voilà, D'accord. qui maintenant est devenu numéro 2 de la SACEM. D'accord. Il s'appelle comment, vous dites? Il s'appelle David El-Sayeg. D'accord, maître David Elchey, peut-être on peut vous aider à rentrer en contact avec lui, déjà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, votre sœur essaie de vous faire mettre sous tutelle. C'est ce qui nous a révolté, Laurent Pellet et moi, dans votre histoire. Parce que on vous connaît, vous avez toute votre tête. Vous êtes hors norme, hein, vous acceptez cette définition. Vous n'êtes pas dans la norme, Olivier. Bah, je suis bien contraint parce que pour penser à autre chose, parce que si on pense à tous les problèmes que j'ai vécus, on s'en sort pas. Et donc, je suis obligé de penser à autre chose. Et donc, les maths, ça m'aide bien à penser totalement à autre chose. Je suis dans un univers totalement autre. Oui. Et bon, bah, on peut, quand on fait des maths, on peut pas penser à autre chose. Là, Mhm. c'est absolument certain. Et donc, ça, c'est un anti-stress, en quelque sorte. D'accord, mais donc Et surtout que dans la chambre que j'occupe, en hiver, il fait très froid, je ne peux pas jouer de musique parce qu'il fait trop froid. Et donc, faut que je fasse autre chose. Et donc, en hiver, je fais des maths. En été, je fais de la musique. d'accord, vous faites des maths et de la musique. Voilà. Mais pour vous avoir croisé, vous êtes extrêmement organisé et surtout, on veut vous mettre aujourd'hui sous curatelle parce qu'on veut vous faire passer pour fou, en fait. Alors que vous n'êtes pas du tout fou. Vous avez les idées très bien en place. Moi, j'ai discuté avec vous, Laurent et moi, on a discuté avec vous la dernière fois encore pendant 1 heure. Euh, Ça vous fait quoi qu'on veuille vous mettre sous curatelle comme ça? Ça vous fait peur? Bah oui, parce qu'ils ont déjà, ma sœur a déjà réussi à le faire avec ma mère, qui était brillante. Elle a Oui. réussi à le faire. Alors je me dis, vous savez, ma mère, une fois qu'elle a été mise sous curatelle, on lui a donné 40 € par Mais semaine oui, oui, pour qu'elle achète à manger. vous savez, il y a Donc beaucoup de... Vous écoutez souvent la donc, libre antenne, donc vous savez que c'est ouais. un réel problème, ça. En un mois, ça fait 160 € plus une demi-semaine, donc ça fait 180 €. Est-ce qu'on peut vivre avec 180 € Bien par sûr mois? que non.
Bien sûr que non. Et donc, voilà, et ma sœur, quand je lui ai signalé ça, ça la dérangeait pas du tout, ma sœur. Elle était même, contente que ça arrive. Elle était contente que ça arrive, vous voyez? Donc, ça prouve bien qu'il y a un côté pathologique aussi du côté de ma sœur, hein. Mmh. Bon, mais vous, il n'y a pas de côté pathologique. Revenons à cette curatelle. Elle peut y arriver? Ah, Est-ce que vous avez là vu une assistante sociale, par exemple, pour votre situation, pour vous défendre? Est-ce que vous avez frappé à cette porte-là? oui, alors mon assistante sociale, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour quand on se rencontre, à chaque fois, c'est assez bref parce qu'elle, elle a beaucoup de travail et on a très peu de temps pour s'entretenir et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas compris, ce qui se passait et puis elle a fait des erreurs aussi, donc Vous n'avez la pas juge confiance en elle? bah, la juge lui a demandé de transmettre un dossier sur ce qu'elle pensait Oui, et moi j'avais demandé qu'elle me donne une copie du dossier. Elle avait refusé. Donc j'étais venu à la sortie d'Europe 1, j'avais parlé avec Roland Pérez, qui est oui. l'avocat d'Europe Qui 1, fait la libre antenne de temps en temps aussi. oui, et que j'avais rencontré, déjà, précédemment et et lui m'a dit que la loi, l'oblige à me communiquer les pièces du dossier et la loi obligeait mon assistante sociale à me communiquer le dossier qu'elle avait transmis au juge D'accord. et donc depuis que j'ai dit ça, elle a fini après 2 mois de me communiquer le dossier, mais en me disant qu'elle l'avait déjà, elle m'avait menti avec un affront terrible. En face de moi, elle me disait qu'elle me l'avait donné. Alors que si j'étais venu contacter Roland Pérez, c'est justement parce qu'elle refusait de me le donner. Et enfin, elle a fait plusieurs mensonges. Et dans le dossier, je vois que c'est pas du tout favorable. Et alors, C'est elle pas m'en du veut tout parce que, favorable pour vous? bah oui, c'est pas favorable pour Pourquoi? moi. Bah, Pourquoi? elle m'en veut parce que, enfin, il y a un an, j'étais intervenu sur Europe 1 parce que j'avais un problème. Mon RSA avait été coupé pendant 2 mois et j'avais pas d'explication. Je savais pas du tout pourquoi. Et en plein hiver, je me suis retrouvé sans rien. Qu'est-ce que vous mangiez là pendant 2 mois alors, sans rien? Bah, je mangeais un jour sur deux, je mangeais un paquet de cacahuètes. Ou enfin non, pendant 2 jours, je mangeais un paquet de cacahuètes chaque jour, et le troisième jour, j'arrivais à manger un repas à peu près normal. Mon Et pauvre. donc 2 jours sur 3, c'était un paquet de cacahuètes seulement, ouais. Et donc parce qu'elle m'avait réussi à me fournir des bons, pour acheter au supermarché, comme des chèques, repas, vous Oui, voyez? oui, oui. Et j'avais 180 € en chèque repas comme ça. Donc fallait que ça dure, quoi. Donc je pouvais pas non plus, dépenser, trop en repas. Donc j'avais trouvé cette astuce parce que le un paquet de cacahuètes, ça calme la faim. On n'a pas faim, quoi. Oui, mais bon. Et puis comme c'est très gras, donc ça donne un peu d'énergie en hiver, je me suis dit, et donc enfin bon, j'ai réussi à passer le cap comme ça et grâce à Europe 1 qui en avait parlé l'année dernière, mon RSA a été rétabli et ils m'ont même donné, 1 mois de rétroaction, donc j'ai eu D'accord, 2 mois d'un coup. d'accord. Donc là, ça m'a sauvé. Vraiment, ça m'a sauvé grâce à Bon. Europe 1. Bah, oui, oui, mais bon, c'est pas, ça vous embête d'être tout le temps sous la menace de cette curatelle, en fait? Parce que, où ça en est là? Est-ce que vous savez où ça en est? Bah, pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Alors, vous voyez, mon assistante sociale, dans le dossier, par exemple, elle dit que je refuse de contacter les notaires, ce qui est complètement faux. J'ai la preuve, j'ai rencontré, sur mon agenda, j'ai noté, j'ai rencontré même une notaire, une des plus célèbres de Paris, qui s'appelle Maître Cousigou Suaf, qui est notaire tout près du Jardin du Luxembourg. C'est une notaire très réputée sur Internet, elle est très très connue. Oui, Elle intervient à la télévision, elle est invitée partout. Et elle m'a dit, ce signalement, ça peut pas aller très loin. Mais malgré tout, c'est-à-dire j'essaie de me prémunir contre, comme j'ai vu ce qui est arrivé à ma mère, et ça me fait peur parce que oui. vraiment, Et puis vous je écoutez la libre antenne. Je sais que oui, oui, vous avec bah votre oui, petite radio, donc vous oui, avez oui. écouté les témoignages, des hommes ou des femmes qui ont appelé cette libre antenne, en témoignant ils s'étaient retrouvés sous curatelle en 2 temps 3 mouvements, mis sous curatelle par leurs enfants, alors qu'ils avaient toute leur tête. Et après, c'est une vraie galère pour s'en sortir, vous le savez ça? Oui, bah, justement, c'est ça le problème, ouais. Eh oui. Alors, pour me prémunir de ça, le 9 septembre, la nuit, parce qu'il y a moins de monde, je suis allé à l'hôpital Sainte-Anne Oui. rencontrer un psychiatre. Je suis allé avec une amie que je venais de rencontrer, Mais que je connais. rencontrer un psychiatre, pourquoi?
Je voulais qu'il me fasse un papier, Oui, lui raconter un peu ma situation, qu'on voulait me mettre sous curatelle, sous oui, tutelle, oui. et qu'il me fasse un papier pour qu'il donne son avis de façon antérieure à ce que pourrait décider un psychiatre après. Parce qu'un psychiatre après, une fois que lui il a décidé quelque chose, les psychiatres qui viendraient ultérieurement auraient peut-être seraient peut-être enclins à ne pas dire l'avis autre que le précédent psychiatre. Oui. Mhm. Donc, Et donc je voulais qu'un psychiatre le dise avant que je rencontre le psychiatre de la justice. d'accord. Et à Et l'hôpital Sainte-Anne, ils sont très réputés. C'est un hôpital c'est leur extrêmement boulot. réputé. Oui, oui. Ils sont Oui, extrêmement sérieux, extrêmement et sérieux. ils m'ont fait un papier. Bon, mais malgré tout, je préfère. Je vous en ai parlé à la sortie d'Europe 1, on m'a proposé d'en parler à la radio. Donc, je préfère multiplier les preuves, les attestations comme quoi j'ai les idées claires. Oui, bah, vous les avez, les idées claires, hein, Olivier. On en témoigne, nous, ici, du fait que vous ayez les idées claires, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre situation de précarité fait que bah, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour vous défendre. Hein. C'est ça le problème aussi aujourd'hui. Bah oui, parce que les avocats, ils défendent leur porte-monnaie, ça peut se comprendre. Et comme ils sont très peu payés, bah, ils préfèrent ne pas s'occuper de ce cas-là. Oui. J'ai rencontré aussi un avocat très 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 célèbre qui m'a donné un rendez-vous. Je lui ai dit mais c'est un jour férié, il me dit venez quand même. Il n'était pas là. Après quand je lui signale le jour où vous m'avez indiqué que je suis venu, vous n'étiez pas là. Il me donne pas d'explication et après il me propose de converser par WhatsApp. Comme j'ai pas d'ordinateur, je ne sais même pas m'en servir WhatsApp. Oui. Et donc puis pourquoi ne pas me donner un rendez-vous et m'imposer WhatsApp? Enfin, disons que les avocats, ils cherchent des moyens pour éviter de me rencontrer, quelque Ben oui, sorte. parce que vous n'avez pas de sous. Bah, c'est C'est ça, ça le problème. eux, ils ont beaucoup de frais et puis ils préfèrent gagner plus, voilà. Il y a des chances qu'il y ait un sombre calcul de cette nature sous ce que vous nous racontez. Mais aujourd'hui, est-ce que concrètement, il y a des dates de prévues je ne sais pas, est-ce que vous allez passer devant un juge? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que, parce que, Bah, mon assistante sociale m'a dit que ça met 6 mois. Donc là, ça fait déjà 3 mois. Ça fait environ 6 mois avant qu'on soit convoqué. c'est-à-dire que Si on si on si votre on si on sœur est a, votre si on sœur est a fait les convoqué, démarches pour vous mettre sous curatelle, ça vous le savez, vous en êtes sûr? bah, elle est intervenue auprès d'un juge pour signaler, en quelque sorte, que j'aurais des faiblesses. D'accord. Parce Mais que, vous savez, c'est pas la première fois parce que ça me vient de me revenir. Avant qu'elle fasse avec ma mère, ma sœur est responsable du décès de sa grand-mère parce que à l'époque, il y avait euh, un étudiant qui habitait à la maison de ma mère avec ma sœur. Et ma sœur avait 14-15 ans. Quand ma mère n'était pas là, ma grand-mère était là. Ils se cachaient tous les deux dans une chambre et ma sœur couchait avec ce gars-là. Et ma grand-mère avait observé, elle avait un double de la clé. Elle était rentrée par surprise, les avait pris sur le fait. Et ma grand-mère l'avait dit à ma mère. Et eux, ils ont dit que la grand-mère était folle. Alors que ma grand-mère avait élevé ma sœur depuis toute petite. Ma sœur disait qu'elle adorait sa grand-mère. Et en fin de compte, après, pour se défendre, elle a fait passer ma grand-mère pour folle. Et après, il y avait des disputes sans arrêt. Ma mère pensait que la grand-mère était devenue folle. Et elle a été renvoyée en Roumanie comme si c'était une employée qui avait fait quelque chose de tort, alors que d'abord elle n'était pas employée, elle n'avait rien commis aucune faute, et puis elle avait raison. Et ma sœur, pour se protéger, elle a envoyé ma grand-mère en Roumanie, et là-bas ma grand-mère avait besoin de médecins. Vous m'écoutez, Olivier? oui, oui, bah oui, je vous Oui, oui. écoute. Et donc, elle avait besoin de médecins. Et les médecins, là-bas, sachant que ma mère avait de l'argent, faisaient du chantage auprès de ma mère pour qu'elle paye tous les mois des fortes sommes pour qu'ils soignent la grand-mère, sinon elle ne la soignait pas. Et ma mère payait régulièrement tous les mois des fortes sommes. Et puis à un moment, elle avait tellement payé qu'elle ne pouvait plus. Et puis, ils ont fait de pression pour qu'elle paye. Ma mère ne pouvait plus. Elle était allée en Roumanie, mais il fallait qu'elle revienne pour son travail. Et en fin de compte, après, ils ont plus soigné ma grand-mère. Et ma grand-mère a décédé, vous voyez. Et donc, ma sœur, pour se protéger déjà une première fois, sa grand-mère qu'elle adorait, elle l'a fait passer pour folle.
Et après, elle a fait passer ma mère pour folle. Ah, Et voilà. maintenant, c'est moi. Voilà. Donc, c'était complètement Mais tordu. oui, mais parce que la technique marche. Elle voit que ça marche. Donc, eh ben, elle répète à chaque fois le même schéma. Voilà. Puisqu'on l'écoute. Que fait-elle dans la vie, votre sœur? Elle est prof de français Moi, voilà. Mais donc, qui maîtrise mal l'utilisation du verbe être. J'ai remarqué qu'elle l'utilise à tort et à travers. Là. c'est-à-dire? C'est-à-dire, on dit, au lieu de dire j'ai été à Dijon, il faut dire je suis allé à Dijon. Oui. Parce que j'ai été à Dijon, ça implique que j'ai habité une longue durée à Dijon. Mais je suis allé, c'est juste un aller-retour, vous voyez. Enfin, il y a plein de petites subtilités qu'un prof de français qui l'enseigne, elle doit le savoir. Que n'importe qui autre qu'un prof de français fasse l'erreur, il n'y a aucun problème. Mais ma sœur qui l'enseigne à ses élèves, qu'elle ne le sache pas, parmi d'autres choses, je trouve que c'est quand même assez grave. Oui. Bon, on sent qu'elle vous en a fait voir, cette sœur. On s'entendait bien avant. Kat me demande au 739-21, concrètement, comment cela a-t-il commencé, cette demande de mise sous curatelle? Vous le savez, ça c'est Kat qui vous demande ça sur Internet. C'est mon assistante sociale qui m'a donné un rendez-vous un matin. À 10h du matin, j'étais convoqué. Et voilà, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un petit peu mystérieux pendant que j'attendais dans la salle d'attente. Il y avait un monsieur que je n'ai jamais vu. Après, je pense que c'était un psychologue qui était envoyé pour voir si je pouvais être dangereux ou quelque chose. Oui. Et parce que... Alors, je précise que vous n'êtes pas du tout dangereux, vous êtes adorable, vous êtes très doux, et voilà. Non mais, vous voyez, c'est important de vous avoir au téléphone ce soir, parce que là, ça n'est plus 2 personnes ou 3, comme Florian, moi et Laurent, qui constatons ça. Ce sont des milliers de personnes qui vous entendent ce soir, Olivier. Et vous voyez, il y a plein de SMS qui tombent là au 739-21, et j'aimerais que vous soyez là pour les lire, parce que les gens soulignent votre clarté d'esprit, soulignent que vous avez les idées très claires, que vous n'êtes absolument pas candidat à une curatelle. Enfin, et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une arme, mais presque une arme fatale, cette curatelle. Ça marche, faut vraiment se méfier. Donc vous avez bien fait de témoigner, parce qu'au moins là, aujourd'hui, ce soir, il y a une trace de ce qu'on essaie de vous faire vivre. Vous comprenez? Oui. Oui. Je vais vous raconter pour ma mère comment ça s'est passé. Ma sœur l'avait signalé, elle avait rencontré le juge et ils avaient discuté pendant plusieurs heures, enfin je crois 2 heures. Et la juge m'avait envoyé un dossier, j'avais rempli le dossier sur ma mère. Je m'étais dit, avec ce que je viens d'écrire là sur ma mère, j'avais passé 2 jours à remplir ce dossier-là, en choisissant bien chaque mot, et je m'étais dit, avec ce dossier-là, ils ne peuvent pas faire quelque chose contre ma mère. Et en fin de compte, j'ai demandé à être entendu, et quand la juge m'a convoqué, en fin de compte, elle m'a écouté 5 minutes seulement, et elle a pris la décision de mettre ma mère sous tutelle, après m'avoir écouté 5 minutes. Et ma sœur avait parlé 2 heures avant et avait donné sa version des faits. Et ma sœur voulait aussi être tutrice de ma mère pour mieux manipuler, mais j'ai réussi à ce que la juge ne la désigne pas comme tutrice. Oui, il ne faut surtout pas. Mais est-ce que vous avez des amis qui peuvent témoigner à part nous, parce que vous pourrez faire appel à nous aussi, on vous connaît maintenant. Mais est-ce que, parce que c'est important de faire des dépositions de gens qui vous connaissent autour, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent déposer de ça? Je pourrais contacter des profs de maths que je connais pour qu'ils me signent un papier, mais bon, oui, je pourrais le faire. Bon, de toute façon, c'est bien que vous soyez allé à Sainte-Anne. Ça a été... parce qu'ils vous ont reçu là-bas, ils ont été sympas, ils sont sympas là-bas à Sainte-Anne en plus. Oui, ils m'ont fait une lettre avec le tampon signé le nom du psychiatre, le tampon. Et voilà. Ouais, c'est très bien. Mais vous vous rendez compte tout ce que vous êtes obligé de faire pour vous protéger? Oui, alors que moi j'aimerais pouvoir faire autre chose que d'être stressé comme ça, faire des tas d'actions pour me défendre, au lieu de faire soit des maths, soit de la musique. Je suis obligé de penser à me défendre, et ça me stresse. Parce que je dois préciser à celles et ceux qui nous écoutent aussi que vraiment, quand je dis que vous êtes hors norme, c'est que vous êtes quelqu'un qui vit de peu de choses, vous pouvez être heureux avec peu de choses, avec vos maths, avec votre musique et votre chambre là-bas,
À Chatou, Oui, alors je vais vous dire. c'est vrai que vous êtes heureux. Et là, ça vous stresse, cette histoire. Oui, ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez, vous me dites que je me contente de peu de choses. Justement, moi, depuis 1989, dans ma chambre, j'ai l'eau chaude est tombée en panne et j'ai l'eau froide. Et je pouvais la faire réparer parce que ma mère se proposait de la payer. J'ai jamais voulu. Et parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que l'eau froide, ça stimule et en fin de compte, Énormément. ça dynamise. Et en fin de compte, Ça et réveille. j'ai vu aussi dans des revues médicales qu'en fin de compte, ça stimule le système immunitaire. Ça oblige le corps à réagir et on ne peut pas être mou, on ne peut pas être mollasson. Ça nous dynamise. Et en fin de compte, je trouve que c'est très bien pour moi. Je me suis habitué à l'eau froide et maintenant, je trouve ça très très bien. Par contre, mon assistante sociale, vous voyez, elle le signale au juge comme quoi, en quelque sorte, je tournerai pas rond parce que je me lave à l'eau froide. Mais c'est par choix, c'est pas. Et en fin de compte, je me sens très bien à l'eau froide. C'est conseillé par les médecins. Même le professeur Frédéric Saldman le conseille aussi. On conseille aussi, c'est bien connu, ça s'appelle la douche écossaise. Oui. Ça a même un nom, vous voyez. Vous allez rester avec moi, Olivier. On va Oui. prendre le temps de conclure votre histoire. Oui. Donc vous restez avec moi, hein, vous ne raccrochez pas. On va laisser passer l'info sur Europe 1. Chers amis, nous sommes avec Olivier. Olivier qui nous parle de la curatelle ce soir, de cette menace qui pèse sur sa vie, alors que Olivier ne demande rien à personne, vit paisiblement dans une petite chambre depuis maintenant plus de 45 ans. Et voilà que, parce qu'il ne veut pas signer des documents de succession, où, bien évidemment, vous l'aurez compris, Olivier eh bien, est un peu celui qui gêne, celui à qui on n'a pas envie de donner ce qui lui revient, eh bien, pourquoi pas le mettre sous curatelle. Voilà, c'est une solution dont on entend de plus en plus parler à travers cette libre antenne. Et oui, on en parle parce que c'est important de dénoncer ces pratiques-là qui sont de plus en plus répétées parce que bien des hommes et des femmes ont bien compris que ça pouvait marcher. Alors, comme vous nous l'avez dit, Olivier, vous êtes, oui, vous vivez dans le stress depuis un moment. Bah, oui. Oui. Mais alors, Olivier, il y a quelque chose de très important pour vous montrer la différence entre moi et ma sœur. Je voudrais vous dire que, bon, ma sœur, on a compris qu'elle avait tout fait pour mettre ma mère en EHPAD et la faire enfermer dans l'EHPAD. Elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas de promenade. Ma mère avait une promenade par an. Oui, même quand on est en prison, on a une promenade le matin, une promenade l'après-midi, 2 fois par jour. Ma mère n'avait pas de promenade. Donc forcément, elle ne pouvait que dépérir quand on n'a pas de promenade pendant un an. Bien sûr. Et c'était une situation catastrophique. Elle n'avait pas de livre, enfin, elle n'avait rien. Alors, je vais vous dire tout ce que j'ai fait pour la défendre. Vous allez comprendre la différence entre ma sœur et moi. Elle a rien, elle a tout fait pour la mettre là. Et moi, je vais vous dire tout ce que j'ai fait. J'ai contacté, par exemple, une amie de ma mère. Elles étaient étudiantes toutes les deux à l'université de Bucarest. Marina Georgiou. Elle a un poste de direction à l'Institut Pasteur. C'est l'une des directrices. Marina Georgiou, je lui ai demandé qu'elle intervienne. Elle est allée à l'EHPAD et elle a rencontré ma mère. Bon. J'ai contacté Jean-Louis Etienne. C'est un médecin qui connaissait ma mère. Jean-Louis Etienne, en tant que médecin et en tant qu'explorateur, c'est le premier à être allé au pôle Nord en traînant son chariot et sans chien. En traînant son chariot, il a marché jusqu'au pôle Nord en 1984. C'est le premier homme à être allé au pôle Nord seul en traînant son chariot. Donc, et médecin. Et donc, comme il est important qu'il connaissait ma mère, j'ai demandé qu'il intervienne. Et c'est une amie à moi, dont j'ai le nom, mais je ne veux pas donner le nom à l'antenne, mais je peux donner le nom à un juge. J'ai demandé qu'elle envoie un email. Elle a envoyé un email à ce Jean-Louis Etienne. J'ai contacté l'Académie de chirurgie parce que ma mère connaissait le professeur Pélissier. Je suis allé à la fac de médecine pour discuter avec des médecins. Je suis allé à l'hôpital Cochin parce qu'on avait enlevé l'hydratation à ma mère. Vous savez, c'est le goutte à goutte pour l'eau. Oui. On lui avait enlevé ça. J'étais allé demander est-ce que c'est normal qu'on lui enlevait l'hydratation. Ma sœur, ça ne la dérangeait pas. Donc moi, je voulais absolument savoir pourquoi on lui enlevait l'hydratation. Qu'est-ce qui conseille. Eux, ils m'ont dit qu'on n'enlevait pas l'hydratation normalement. Donc vous soupçonnez quoi? Vous soupçonnez des mauvais traitements reçus par votre mère? Alors ma sœur, que votre mère a reçu, pardon.
s'était arrangé avec la médecin de l'EHPAD pour ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ma mère, à un moment, a eu un truc très très bénin. Elle a été simplement constipée. Elle a été envoyée à l'hôpital de Pontoise en parlant et en marchant, en étant tout à fait bien. Et quand elle est revenue 15 jours après, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'hôpital de Pontoise, on ne sait pas, on n'a jamais su. Elle est revenue, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher, alors qu'elle est allée en marchant et en parlant, en parfaite santé. Donc il s'est passé quelque chose de grave à Oui, bah l'hôpital oui, de c'est sûr. Pontoise, on n'a jamais su. Puis j'ai envie de vous dire que si vous êtes interné, Olivier, que vous avez toute votre tête, euh, bah, c'est un coup énorme sur la tête, comprends. Votre maman a dû dépérir parce qu'elle était comme prisonnière. Donc Ah oui. c'est malheureusement aujourd'hui je, je dis ça, je ne suis pas paranoïaque, hein. C'est à la libre antenne que nous avons pu constater, parce que bien évidemment, vous qui nous écoutez souvent ou tous les soirs, euh, vous n'entendez que un dixième de ce qu'on nous raconte à Florian, à Julia, à Laurent, à moi, euh, des gens qui voudraient passer à l'antenne, et malheureusement, on ne peut pas passer tout le monde, mais on a remarqué que l'aliénation parentale, bien évidemment, est quelque chose dont on a parlé avec le placement des mômes et tout, des couples qui se livrent la guerre. C'est affreux aujourd'hui de voir comment les gens ont identifié la manière de pouvoir faire du mal aux autres ou de les contrôler. Et la tutelle et la curatelle font partie de ces armes redoutables et fatales, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui ont bien compris que bah, il y a des juges qui ne sont pas très regardants. Il va y avoir des médecins qui vont être complaisants. Pourquoi ? Parce que, par hasard, comme ça, ils sont amis avec un ami d'une amie qui connaît un autre ami. Et tout le monde va dans le même sens. Et du jour au lendemain, passé 60 ans, vous pouvez vous retrouver sous curatelle si vos enfants ont décidé de le faire. Bon, voilà. Vous, c'est autre chose, Olivier. C'est votre père qui est plus tout jeune, hein, mais qui est encore acharné. Quel âge il a, votre père, aujourd'hui ? Il a 90 ans, Il a 90 ans. dans six Ça veut mois. dire que votre sœur, bientôt, elle va faire coffrer tout le monde. Hein. Et puis, comme ça, elle va ramasser le pactole. Parce que finalement, votre histoire, ça se résume à ça. Il y a, il y a quelque chose de... C'est l'argent dans tout ça, encore une fois, qui Oui, mène... parce que le plus terrible, c'est qu'avant, je m'entendais bien avec ma sœur, avant qu'il y ait un problème d'héritage. Il y a, en 2006, Ah, c'est important, ça. elle m'avait accueilli pendant 3 mois chez elle. D'accord, vous vous entendiez bien Et avant l'héritage. oui, parce que, alors tenez-vous bien, Olivier, non seulement elle m'avait accueilli chez elle pendant 3 mois, parce que je devais prendre un médicament. Un- j'avais mangé de la viande qui n'était pas suffisamment cuite. J'avais attrapé le ténia. Oui, Bon, c'est ouais, assez c'est une bénin. saloperie, ça. Hein. Il suffit de prendre un médicament, mais je voulais pas le prendre tout seul dans ma chambre. Et donc j'ai demandé à ma sœur, est-ce que je peux venir chez toi et puis prendre le médicament le temps que ça passe, voilà. Et pas de problème. Et en fin de compte, je suis arrivé chez elle et d'elle-même, elle a dit, sans que je lui demande, j'aurais jamais osé lui demander, elle a dit tu vas dormir dans mon lit et qu'elle allait dormir sur le canapé du salon. Et pendant 3 mois, elle a dormi sur le canapé du salon de sa propre initiative. Vous voyez. Donc on avait des bons De rapports. bon rapport jusqu'en 2020. D'accord. Non, jusqu'en 2000. Ça, c'était en 2006. C'est l'année d'après, elle a décidé de la première attaque contre ma mère. Donc 1 an après ça, donc c'était la fin, quoi. Bon, on va conclure, mon cher Olivier, parce qu'il y a beaucoup de monde encore Oui, ce bien soir. sûr. C'est bien que vous ayez raconté votre histoire. Maintenant, ça laisse une trace. Bien évidemment, vous nous tenez au courant de la suite des événements, hein, s'il y a une convocation chez le juge et tout ça, parce que, vous voyez, maintenant que on vous connaît et que vous avez parlé, il y a toute cette communauté de la libre antenne qui peut aussi peser d'une manière ou d'une autre sur des gens comme ça qui n'auront pas les mains libres pour faire ce qu'ils veulent, hein, parce que vous ne faites de mal à personne. Nous, on vous connaît maintenant depuis 2 ans. Vous étiez venu chez Yann Moix il y a 1 an à peu près. Vous êtes une adorable personne. Vous faites de mal à personne. Et franchement, nous, on vit très mal le fait qu'on veuille vous faire du mal. Donc, ça n'arrivera pas. Et en tout cas, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, vous nous tenez au courant, Olivier ? Bien sûr, je vous remercie beaucoup, Ok, Olivier. je vous en prie. Et puis, prenez soin de vous. Vous aussi. Au Merci revoir. beaucoup, Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.